Bonjour, merci beaucoup d'être ici ce matin avec nous. Je vais vous aviser qu'on va pouvoir répondre à des questions également en anglais s'il y en a par la suite. Donc, je m'appelle Jean-Sébastien Dufresne, je suis le président du Mouvement pour une démocratie nouvelle, une organisation qui existe depuis 15 ans au Québec et qui milite pour une réforme du mode de scrutin qui a été fondée par des représentants de différents partis politiques, de différentes mouvances aussi de la société civile. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai ma collègue Anne-Marie Bouchard, qui est vice-présidente du Mouvement pour une démocratie nouvelle. On a également M. Jean Allaire, qui est cofondateur de l'Action démocratique du Québec. On a Jean-Pierre Charbonneau, qui a été ministre de la Réforme des institutions démocratiques du Parti québécois. On a également Émilie Guimont, qui est une travailleuse sociale et ancienne co-porte-parole de Québec solidaire. On a également Stéphane Rouillon, qui est ingénieur et qui est un expert conseil sur les systèmes électoraux, qui a travaillé également de concert avec le directeur général des élections du Québec. Monsieur Claude Bélan, qui a été président des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques. Et Winnie Fong, qui est aussi qui est professeur et experte en gouvernance locale et régionale. Donc, merci beaucoup d'être ici ce matin avec nous. Un autre serait venu ici. Oui, et on a également, merci beaucoup de me rappeler, Marcel Blanchette, qui est donc ancien directeur général des élections du Québec, qui n'a pas pu être avec nous ce matin, mais qui aurait bien aimé être ici. Alors, on est tous ici ce matin en réaction là, aux propos et aux déclarations des derniers jours, autant de Pierre-Carl Pellado que de Benoît Charette de la Coalition Avenir Québec, qui, tous les deux, ont démontré une ouverture à travailler en vue d'une réforme du mode de scrutin au Québec. C'est vraiment une première qu'on puisse avoir comme ça des positions, des déclarations dans un laps de temps aussi serré et surtout dans la conjoncture actuelle qui fait en sorte que le MDN a souhaité faire une sortie publique pour souligner cette conjoncture importante et lancer un appel à l'ensemble des partis politiques. Mais avant d'en venir à l'appel, peut-être passer la parole rapidement à M. Charbonneau pour nous faire part un peu des réactions à cette conjoncture du fait qu'on a des sorties comme ça, là, quasiment en simultané, là, de différents partis sur un sujet qui, il faut le dire, pas celui qui fait toujours couler le plus d'encre. Je vais faire ça vite, mais je vais juste se remettre aussi en perspective. Bon, on se disait tantôt, avant que la conférence de presse commence, que la remise en question du mode de scrutin actuel date de 1908, mais ça a vraiment démarré le gros travail à partir de l'élection de 1998, où le PQ avait pris le pouvoir avec 35 000 voix de moins que le Parti libéral et avait gouverné avec une majorité parlementaire. Alors, le MDN a été créé dans la foulée de cette élection-là, puis des réactions négatives que ça avait suscité, puis des appels à une réforme. Ça venait du Parti libéral à l'époque qui avait été privé de sa victoire, et puis de l'Action démocratique. À l'époque, c'était l'ADQ avec Mario Dumont. Et moi, j'étais président de l'Assemblée nationale. Quelques années après, à un moment donné, la question est revenue parce qu'il y avait régulièrement, le MDN publiait des manifestes, puis il y avait des prises de position de personnalités publiques. Je me rappelle, un des premiers manifestes du MDN, c'était Claude Charron, Claude Ryan et plusieurs autres qui avaient appuyé le manifeste. Moi, j'étais président de l'Assemblée nationale, puis j'avais appuyé aussi publiquement le manifeste. Et puis, quand je suis devenu ministre de la Réforme des institutions démocratiques, une des choses que j'avais comme mandat, c'est de questionner justement le mode de scrutin. Et on a créé les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques. Claude Bélan a présidé les États généraux. Puis il y avait dans le comité directeur que présidait M. Bélan différentes personnalités de différents horizons, dont Jean Allaire, qui était aussi sur le comité directeur. Il y a eu les États généraux se sont tenus pendant, l'exercice de consultation pendant l'année 2002, puis en février 2003, il y a eu les États généraux à Québec, un grand rassemblement citoyen. Et les conclusions du rapport puis de l'exercice étaient que la majorité de délégués qui revenaient de partout, voulaient un mode de scrutin de type proportionnel. La question, c'était pas de savoir quelle modalité, quel système particulier, mais c'était le principe.
Ce qui est arrivé, c'est que les élections ont été déclenchées 4 semaines après la publication du rapport des États généraux et tous les partis, à ce moment-là, se sont engagés, comme Justin Trudeau l'a fait aux dernières élections fédérales, à ce que les élections de 2003 soient les dernières élections générales au Québec avec le mode de scrutin actuel. Malheureusement, tout le monde a relié sa parole après. Et on s'est retrouvé finalement à avoir, malgré tout, une commission parlementaire qui n'a pas donné les résultats parce que, dans le fond, il n'y avait pas la volonté politique. Et malgré tout, on avait demandé un avis au directeur général des élections, M. Blanchette, qui est maintenant un de nos porte-parole puis de nos conseillers. Et lui avait donné un avis favorable en disant que c'est faisable, puis qu'il n'y a aucun problème de faisabilité puis de mise en place d'un système de cette nature-là. Bon. Par la suite, finalement, la vie politique s'est continuée, puis personne ne voulait faire des changements. Et le Parti québécois a même abandonné dans son programme en 2011 cette question-là. Et il y a eu... Donc ça a fait en sorte que ça a végété par un certain temps. Le MDN continuait à tenir le flambeau, mais il n'y avait pas d'éléments qui nous permettaient d'espérer à court terme. Puis tout à coup, il arrive... D'abord, on a profité de la campagne à la chefferie du PQ l'an dernier pour interpeller les candidats. Et certains des candidats avaient répondu, mais pas celui qui a gagné. Et puis, il y a eu l'élection fédérale, où Justin Trudeau a pris le pouvoir, et avec cet engagement-là. Même engagement que Bernard Landry avait pris quand il était premier ministre, que Jean Ferrari avait pris quand il était chef d'opposition de Mario Dumont. On verra s'il va faire mieux que les autres, on l'espère. Puis entre-temps, les événements depuis l'été dernier, c'est ça, les élections fédérales. Puis tout à coup, la fin de semaine dernière, pour Michel David, qui est chroniqueur de Voir, avait fait une chronique en novembre 2001 qui reposait le problème, puis qui disait au PQ et à Bernard Landry, sinon par intérêt, sinon par vertu, du moins par intérêt. Alors l'intérêt s'est manifesté en fin de semaine dernière, parce que là, les partis indépendantistes, tous les autres, sauf le PQ, disent ça, c'est la condition première pour qu'on puisse se parler d'une alliance quelconque. Nous autres, on ne se mêlera pas des affaires des partis indépendantistes et de leur stratégie, mais ça a amené la déclaration de M. Péladeau. Et il y avait, moi je les ai rencontrés, un groupe de militants qui, eux, par vertu, se proposaient à ramener ça dans le programme. C'est eux qui ont fait adopter la proposition du PQ en fin de semaine dernière. Et le lendemain, l'ADQ, qui, eux, avaient commencé aussi à revenir à l'ADN de l'ADQ, qui était d'accord avec ça. M. Legault, il y a déjà quelques mois, Benoît Charest avait fait un document l'été dernier, je crois. Et là, Benoît Charest interpelle le PQ en disant on devrait, dans ce cas-là, former un comité technique interpartisan ou transpartisan. Et puis, finalement, la réaction de Québec solidaire, Manon Massé, c'était de dire oui, OK, sauf qu'il ne faudrait pas recommencer à zéro. Et dans le fond, nous autres, on est bien d'accord avec ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a du travail qui a été fait. Il y a des États généraux qui ont été tenus. Il y a des consultations puis des exercices de réflexion qui ont été faits dans d'autres provinces au Canada. Il y a le rapport, la commission parlementaire, les audiences publiques de la commission parlementaire, le rapport du vérificateur général sur l'avis qui lui avait été demandé. Tout ça, là, ça existe, là. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans cette conjoncture-là, comme le disait le président, on a choisi de dire un certain nombre de choses, et je vais laisser au président le soin de dire les choses au nom de l'organisation. Merci beaucoup, M. Charbonneau, et je pense que c'est très important de retracer l'historique. Je pense que vous avez été témoin de ça. On a plusieurs témoins ici de cet historique-là, et c'est un enjeu qui, malgré ce long historique-là, est toujours d'actualité. L'an dernier, il y avait un sondage CROP qui avait démontré que 70% de la population au Québec est en faveur d'une réforme du mode de scrutin, même d'une réforme qui vise un système à finalité proportionnelle. C'est quand même important. Une grande majorité de la population souhaite ça. Donc nous, on croit que c'est important d'écouter ça, de l'entendre, de réagir. Et là, en plus de la conjoncture politique qui est favorable, on voit là, plusieurs partis qui vont dans le sens de prôner une réforme du mode de scrutin. Je passerai peut-être la parole brièvement à ma collègue ici, à ma gauche, Émilie Guimont, peut-être pour nous rappeler un peu pourquoi ça peut être tant important d'avoir une réforme du mode de scrutin ici au Québec encore aujourd'hui. Effectivement,
Je pense qu'en fait, la réforme du mode de scrutin, c'est d'abord avant tout un projet qui est inspirant, en fait, qui vise à réformer des institutions démocratiques qui parfois semblent être sclérosées. Cette impression qu'on peut avoir que notre vote ne va pas compter, que ce sont les mêmes partis qui vont toujours être élus, que étant donné que j'habite dans telle circonscription, la personne pour laquelle je vais voter, ça sert à rien. C'est une impression qu'on vit beaucoup chez les plus jeunes, chez les 18-30 ans, qui est énorme en fait, où énormément de jeunes voudraient voir certaines alternatives politiques émerger, mais ne se sentent pas nécessairement le pouvoir de voir cela se produire, étant donné qu'on sent à chaque fois, est-ce que ça va vraiment compter? Donc, la réforme du mode de scrutin, en fait, c'est un projet qui est emballant parce que ça nous permet de dire, ben oui, en fait, on va redonner aux citoyens vraiment le pouvoir de sentir que chaque vote compte, que ça vaut la peine d'aller voter, retrouver le goût d'aller voter, puis aussi se sentir davantage représenté dans le gouvernement qui est élu. Parce qu'il y a énormément de cynisme en ce moment, particulièrement chez les jeunes, où énormément ne vont pas voter. Puis en fait, nous, ce qu'on propose, c'est un des moyens permettant d'augmenter le taux de vote chez les jeunes. Puis à ce moment-ci, je pense que c'est quelque chose dont notre démocratie a énormément besoin. Alors, c'est les moins de 30 ans et surtout les moins de 25 ans qui votent le moins. Effectivement. Et nous, en fait, aujourd'hui, donc le mouvement Démocratie Nouvelle interpelle l'ensemble des partis politiques pour leur tendre la main, en fait, pour travailler conjointement, se concerter autour de certains principes. Donc, plutôt que de travailler sur un modèle en particulier, parce qu'on sait que c'est toujours là où il y a eu des problèmes, où ça a chopé, c'est de travailler sur des principes rassembleurs, de voir quels sont les principes auxquels devrait répondre un modèle pour pouvoir rejoindre l'appui de chacun des partis. Donc, comme organisation de la société civile, on croit que c'est important que ce débat-là ne reste pas entre uniquement les élus, mais que le débat interpelle aussi la société civile. On croit comme organisation qui, depuis 15 ans, porte ce combat-là au Québec. On trouve important de pouvoir s'associer à quelconque démarche qui viserait à travailler sur des principes qui pourraient être fédérateurs, qui regrouperaient chacun des partis pour s'entendre sur à quoi devrait répondre un mode de scrutin en particulier. Et on se trouve à avoir un comité conseil citoyen aujourd'hui qu'on annonce, une vingtaine de personnalités qui sont issues de différentes mouvances politiques. On le voit même ici aujourd'hui, c'est représenté, mais aussi des gens qui viennent de différents parcours, de différentes sphères de la société. Mais tous et toutes des personnes qui sont animées par la volonté d'amener un système de mode de scrutin au Québec qui pourrait être plus représentatif de la diversité qu'on retrouve au sein de la société. Donc, un comité conseil qui travaille au sein du MDN. Et ce qu'on souhaite, c'est donc travailler avec les partis politiques qui veulent trouver une solution, parce qu'on voit que ce consensus-là qui commence à se dessiner entre certains partis politiques pour en arriver à proposer des solutions concrètes, possiblement en vue des prochaines élections, ou même avant. Si ça peut se faire avant, ça sera encore mieux. Et nous, aujourd'hui, donc, c'est un appel qui est lancé à ces partis politiques. Il y a des démarches qui ont été entreprises auprès des différents partis, et on souhaite qu'on puisse travailler de concert avec eux, afin que la société civile soit partie prenante de toute démarche, parce qu'on croit que c'est un ingrédient important, c'est une condition pour que ça puisse susciter l'adhésion aussi de la société civile et de la population générale. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est que le premier ministre du Québec imite son vis-à-vis de l'opposition officielle, puis revienne lui aussi à l'engagement que son parti avait pris en 2003. C'est ce que vient d'ouvrir comme porte Pierre-Carl Péladeau. M. Couillard pourrait faire la même chose. Et il pourrait aussi s'inspirer de ce que son homologue fédéral libéral aussi fait actuellement. Et c'est clair que si les libéraux aussi faisaient ce pas-là, mais là, ça veut dire que tous les partis qui sont en lice, les partis importants qui sont en lice, puis qui étaient en lice aux dernières élections, là, il y aurait comme quelque chose qui pourrait penser qu'on pourrait enfin débloquer. C'est sûr que si le gouvernement maintient sa nouvelle politique, je veux dire, il va y avoir un blocage jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir. Alors, parce que, compte tenu du travail qui a été fait, s'il y avait un changement d'attitude du gouvernement actuel, on pourrait même penser qu'on pourrait avoir un mode de scrutin qui serait correctement installé pour les prochaines élections. Compte tenu du travail qui a été fait, compte tenu de l'avis du directeur général des élections. Ce n'est pas comme si on partait à zéro au Québec, là, qu'on décidait de réfléchir, puis qu'on va prendre 10 ans pour réfléchir. Non. Alors, on est comme le disait le président,
les gens dans la population, les mécaniques, là, c'est compliqué. Quel type de scrutin par rapport à quel... Mais ce qu'ils savent, c'est qu'il y a un principe sur lequel, de sondage en sondage, d'exercice citoyen d'exercice, c'est ils sont d'accord pour qu'ils ne trouvent pas ça normal que la représentation politique ne soit pas conforme à l'appui qu'ils donnent aux différents partis politiques. Et les gens souhaiteraient que l'Assemblée nationale soit vraiment l'Assemblée des représentants du peuple en fonction des choix de la population, pas en fonction d'un système qui distorsionne les résultats, puis qui, supposément pour donner de la stabilité, fait en sorte que la majorité du temps, on est gouverné par un parti qui a moins d'appui que tous les autres réunis. Pour avoir plus d'appui, mais ça veut dire qu'à chaque fois, la majorité de la population n'a pas voté pour le parti qui forme le gouvernement. Quant à la stabilité, parce que les gens sortent des fois des bonhommes 7 heures, nous sommes, je fais un rappel, nous sommes à peu près les seuls dans l'univers, je ne parle pas de la Lune encore, là, à ne pas avoir un certain système de vote proportionnel. Il reste l'Inde, il reste les Amériques, même l'Angleterre, qui est le berceau du vote qu'on connaît, a déjà donné le vote proportionnel à l'Écosse, administre la ville de Londres, qui est quasiment un pays, avec un vote proportionnel, et délègue également son représentant en Europe avec proportionnel. Et si on nous parle de stabilité, moi, ça me fait rire un peu, parce que est-ce qu'il y a des modèles plus stables que les Suède, Norvège et tous ces pays-là, que l'Allemagne, qui, avec beaucoup de problèmes, administre et a une stabilité, et tous les autres pays dans le monde qui ont trouvé la sagesse, finalement, de se concerter, ce qui est l'essence même d'un vote proportionnel. Parce qu'après le vote proportionnel, les gens doivent se consulter pour savoir et décider qui va gouverner. Absolument, celui qui a le plus grand nombre de députés, etc. Mais ils doivent se concerter avec les autres. Alors, la stabilité, là, je pense qu'on devrait chercher des nouveaux balancateurs. Peut-être pour compléter, là, effectivement, comme vous le dites, M. Allaire, il y a plus de 85% des pays industrialisés qui ont un système à finalité proportionnelle. Donc, c'est pour dire qu'on est vraiment en retard là, au Québec et au Canada. Et peut-être en terminant, on pourrait rappeler que les citoyennes et citoyens qui sont intéressés à en savoir plus sur l'enjeu, il y a la campagne Meilleure démocratie, le site meilleuredémocratie.com que les gens peuvent aller visiter et qui reprend là, plusieurs des arguments qu'on a mentionnés là, aujourd'hui, notamment justement l'expérience internationale et qui démontre qu'il y a une grande majorité là, des pays industrialisés et même des pays en général qui utilisent là, des systèmes à finalité proportionnelle qui, ni plus ni moins, cherchent à avoir un résultat aux élections qui représente la volonté d'appui populaire à chacun des partis, ni plus ni moins. Pour nous, c'est le gros bon sens et on croit que on peut y arriver au Québec. D'autres pays y ont arrivé, ils sont parvenus, ont adopté des systèmes qui représentent plus fidèlement la volonté de leur population. On croit qu'au Québec, c'est temps aussi d'y arriver et la conjoncture est là pour qu'on puisse le réaliser. Je voudrais juste ajouter une chose, parce que ces derniers temps, à cause de l'action que le MDN a faite dans les derniers mois, il y a eu des chroniqueurs qui sont venus sur le sujet en essayant de discréditer non seulement sur la question de la stabilité, mais en même temps, ils utilisaient l'argument, oui, mais ça a été proposé, par exemple, en Colombie-Britannique, puis la population l'a rejeté. C'est faux. Ce qui est arrivé en Colombie-Britannique, c'est qu'il y a eu une forme d'États généraux comme ceux qu'ont présidé M. Belland, et eux avaient eu le mandat non seulement de préparer un modèle, mais de le proposer par référendum. Le problème, c'est que le gouvernement a finalement décidé que le référendum serait gagnant à la hauteur de, je pense, c'est en haut de 60 %, puis il fallait qu'il y ait des majorités qualifiées dans plusieurs régions. Si on prenait cet exemple-là puis on l'appliquait au Québec, ça voudrait dire qu'on pourrait faire un pays
faire l'indépendance du Québec avec 50 plus 1 des voix, parce que tous les partis politiques à l'Assemblée nationale sont d'accord avec ce principe-là, mais on ne pourrait pas modifier le mode de scrutin. C'est un peu aberrant. La population en Colombie-Britannique, elle a dit oui, majoritairement, contrairement à ce que les gens essaient de faire croire. Même des gens de sciences politiques qui ont des chroniques dans des médias, souvent utilisent cet exemple-là. Puis en Ontario, c'est différent parce qu'on a mêlé le vote sur le référendum avec des élections. Alors, c'est clair qu'un sujet comme celui-là, si tu l'amènes en référendum, c'est comme le référendum sur la souveraineté, tu ne vas pas faire ça en même temps qu'une élection générale. C'est des enjeux qui sont complexes, qui sont déchirants, qui sont... À ce moment-là, tu t'organises, puis tu donnes les moyens pour qu'il y ait une campagne spécifique sur... Alors, tu sais, quand on dit que les populations de l'Ontario puis de Colombie-Britannique ont rejeté, là, wow! Puis c'est encore moins vrai en Colombie-Britannique parce que la majorité avait voté oui. Alors sur ça, on serait prêt à recevoir si vous avez des questions. Si vous avez des questions aussi qui peuvent s'adresser à d'autres des personnes qui sont ici, parce qu'en fait, on a ici quelques membres de notre comité conseil. Il faut dire qu'ils sont plus nombreux. Vous en avez la liste dans le communiqué de presse. Mais bien sûr, on est disposé là, à répondre à vos questions. Si vous en avez, qui peuvent peut-être simplement indiquer à qui vous souhaitez qu'elles soient dirigées. Là. Et puis peut-être par la suite, on pourra en prendre quelques-unes. Et après ça, si vous voulez plus faire des entrevues là, individuelles, ça sera également possible. Alors, à qui voudra répondre? Je voudrais savoir qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce n'est pas dans notre culture. Rappelez-vous, au fédéral, il y a quelques années, il y avait été question de coalition, justement, pour défaire le gouvernement Harper. Et il y avait eu un immense backlash dans le Canada anglais où on ne voulait pas non seulement s'associer à Gilles Duceppe, mais aussi, on disait que c'était contre notre culture de faire des coalitions comme ça, puis que c'était bon, on nous servait l'exemple de l'Italie. Alors, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? L'exemple de l'Italie, là, ça c'est comme si on prenait aujourd'hui l'exemple d'Israël. On prenait l'exemple de l'Italie quand il y avait un proportionnel pur. Il n'y a personne qui a jamais parlé de ça ici. Nous, le modèle qui nous inspire, et ce n'est pas le modèle qui est proposé là, pour le moment, là, la question, c'est un système proportionnel de mix. Ça veut dire qu'une partie des députés sont élus selon le mode de scrutin actuel, puis une autre partie selon l'appui que chaque parti reçoit de la population, soit sur une base nationale ou soit sur une base régionale. C'est pour ça qu'on appelle ça, si vous l'avez dans la réaction dans le titre du devoir de Bardy, c'est proportionnel mix. Ça veut dire que c'est un système compensatoire. La partie proportionnelle compense pour les distorsions de l'autre système. Globalement, les gens qui discutent au Québec, c'est un modèle de ce type-là et des pays qui ont changé le mode de scrutin récemment, par exemple la Nouvelle-Zélande, avaient le même genre d'argument pendant leur campagne, quand ils ont fait le débat sur est-ce qu'on change ou pas. Et finalement, ils ont changé. Et par la suite, je pense qu'il y a eu même un référendum pour savoir s'ils maintenaient le changement ou pas, puis le changement a été maintenu. Ça, c'est comme les gens qui disaient aux élections à Montréal, ce serait trop compliqué d'avoir des élections d'arrondissement, plus les mairies, plus le maire, puis tout. Puis finalement, les Montréalais, même si c'est compliqué, ils se sont débrouillés. Puis ça, autrement dit, un peu comme ce que Jean disait, quand on veut faire peur, on prend des exemples. Il n'y a pas... le mode de scrutin, je ne sais pas si tu l'as dit tantôt, il date de pas mal longtemps, hein? Mais ça veut dire qu'au fil du temps, si 85% des pays industrialisés et modernes ont introduit des éléments proportionnels dans leur système électoral, dans le mode de scrutin, ça veut dire que finalement, les gens ont pensé qu'ils pouvaient changer la culture politique aussi. Parce que un mode de scrutin de type proportionnel va évidemment changer la culture politique, va évidemment créer une nouvelle dynamique politique. Si, par exemple, là, il n'y a pas de culture de la coalition, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui favorise une culture de la coalition. C'est une culture de la confrontation qu'on a. Mais si on veut développer une approche plus de coalition, bien, il faut qu'il y ait un mode de choix des représentants qui induisent cette dynamique-là. Je pense aussi qu'on est vraiment dans une démarche d'améliorer notre démocratie. C'est pas de tendre vers des modèles qu'on connaît, qui ont des lacunes, c'est de voir quelles sont les meilleures pratiques.
dans le monde. Et ça, on peut se fier sur plein d'exemples qu'on peut voir à travers le monde. Vous avez cité l'exemple de la Nouvelle-Zélande, où effectivement, après quelques élections, ils ont procédé à un référendum pour valider auprès de la population. Est-ce que la population souhaite conserver le système qui avait été modifié ou est-ce qu'ils voulaient revenir en arrière au système initial? Et majoritairement, la population dit non. On veut continuer avec le système mixte compensatoire proportionnel. Donc, c'est pour dire que dans un pays de tradition britannique, aussi au niveau culturel, il y a des gens qui ont expérimenté la chose et qui en voient les bienfaits. Alors nous, on se dit, on veut se baser sur les meilleures pratiques à travers le monde. C'est vraiment pas d'aller vers les cas là, uniques où on voit qu'il y a des difficultés. C'est-à-dire, regardons où ça fonctionne bien. Et ça aussi, ça va nous permettre d'aller chercher l'acceptabilité sociale, de dire, regardez, toutes les craintes qu'on peut avoir, d'autres gens l'ont expérimenté. Et nous, on croit que les Québécoises et Québécois sont aussi intelligents que tout le monde à travers le monde pour pouvoir apprendre ces subtilités-là qui impliqueraient une réforme du mode de scrutin et de voir aussi les bienfaits. Et on pense qu'en se basant sur l'expérience internationale d'ailleurs dans le monde, les gens vont pouvoir voir que si d'autres y voient un intérêt, d'autres y voient un bienfait, que ça a eu un impact positif sur la façon de faire la politique également, que ça pourrait être tout autant bénéfique pour nous ici. Je crois qu'il y avait également... Les modes de scrutin, finalement, c'est comme une télé. C'est pas tout le monde qui est capable de réparer sa télé si elle tombe en panne ou quoi que ce soit, mais tout le monde est capable de juger, de dire est-ce que ma télé fonctionne bien? Est-ce qu'il y a de la neige, ça griche, est-ce que le son ressort mal? Et c'est exactement ça la perception qu'ont les gens en ce moment quand ils regardent leur mode de scrutin. Ils n'ont pas besoin d'être experts, savoir comment ça marche, comparer toute la proportionnelle, la préférentielle, les détails. On laisse ça aux réparateurs, c'est leur job. Mais on va regarder le produit final et on va dire ah, effectivement, ça fonctionne comme je voudrais ou non, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce n'est pas un problème d'avoir un tas de modèles différents, que ce soit de télé ou de mode de scrutin, si c'est toutes des bonnes solutions qui sont de haute qualité, avec de meilleurs résultats que la vieille télé toute cassée qu'on a. Donc, c'est vraiment ça un peu qu'on peut avoir. Et ce n'est pas un problème de choisir parmi ça. Je veux dire, choisir le mode de scrutin, c'est comme choisir un chef de parti. C'est pas plus compliqué que ça. Et à travers toute l'Amérique du Nord, que ce soit les partis provinciaux au Québec, Parti québécois, Parti libéral, les partis fédéraux, les libéraux, les conservateurs, ou même les partis, là en ce moment, il y a les Américains, les républicains et les démocrates. C'est quelque chose qui fait consensus à travers tous ces gens-là sur comment est-ce qu'on procède. On fait une course, tout simplement, pour choisir la meilleure option, et on élimine les dernières. Et on pourrait partir de tous les acquis qu'on a du travail qui a été fait au Québec et avoir 4-5 alternatives intéressantes et faire une course, tout simplement, et voir qu'est-ce qui serait l'alternative la plus pertinente pour tous les gens qui auraient participé au processus. Et je ne sais pas comment dire ça. Choisir le mode de scrutin, c'est fondamental. C'est tellement fondamental que, des fois, c'est l'élément qui a le plus d'impact sur le résultat que l'élection elle-même. Si vous avez un mode de scrutin qui est différent, vous n'aurez pas le pouvoir, M. Charbonneau en a parlé, qui ira au même parti. Et des fois, ce sera le parti qui aura le moins de votes qui va se retrouver avec le plus de sièges et donc 100% du pouvoir à la fin s'il est majoritaire. Donc, ce sont des éléments qui sont importants. On a une panoplie de spécialistes au Québec et on demande qu'à leur donner la chance de proposer des variantes, des systèmes, et jusqu'à ce qu'on puisse, à partir du travail qui a déjà été fait par le DGEQ ou les commissions parlementaires et la participation des citoyennes, identifier des solutions viables. Et je suis sûr que M. Bélan en a plusieurs qu'il a déjà pu voir avec tout ce qu'il a pu voir, parce qu'il y a 200 pays et chacun a un système qui est différent, intéressant. Et il y a des façons de les composer pour avoir des résultats qui soient appropriés à la culture. En fait, si on discute de moyens, parce que le projet, c'est un moyen, mais nous, on est réunis, puis tous ceux qui le font depuis fort longtemps, c'est la démocratie qui nous intéresse. Alors, quand vous référez à la culture québécoise, moi, je peux vous dire que la culture québécoise est une culture démocratique. Écoutez, moi, j'ai fait ma carrière 60 ans dans le monde coopératif. Les gens, ils tiennent à ce que celui qui obtient le plus de votes soit le gagnant. Ils ont bien de la misère quand ils apprennent qu'ils ont voté à 48 % pour un parti, puis l'autre parti, lui, a plus de sièges. Autrement dit, on n'a pas une élection, nous autres, le jour de l'élection. On a 125 élections. Puis c'est ceux qui gagnent des sièges qui, finalement, prennent le pouvoir.
Et ça, là, les Québécois, ça ne rentre pas dans leur culture, ça rentre dans une certaine injustice, ça les choque en disant « ça n'a pas de bon sens, on a gagné comme parti, puis on n'a pas le pouvoir », tu sais, comme l'indique là. Alors, la culture québécoise est bien plus reconnue dans un système mixte proportionnel et proportionnel, mixte, que le système qu'on a actuellement, qui est dénoncé par bien des gens d'ailleurs. Notre article. On va vous parler, c'est un autre bonhomme de cette heure-là, et c'est ce qui m'agace. Vous avez pu le voir tout à l'heure par mes remarques. Il y a certains endroits, oui, il y a une certaine instabilité, mais il y a une raison pour ça. Prenez Israël. On parle d'instabilité d'Israël, flottement, etc. Et c'est parce que le seuil d'accès à un système proportionnel est trop bas. En d'autres termes, ça prend juste un petit pourcentage, même pas de 1%, 0,8, si ma mémoire est bonne, 0,8% donne le droit à un parti d'avoir d'être parti aux distributions de sièges. C'est clair qu'à ce moment-là, il va y avoir une certaine instabilité. On nous parle de l'Italie, mais c'est de l'histoire ancienne. En Italie, c'est vrai, dans le passé, ça, mais ça a été aboli, tout ça, c'était refait. Alors, écoutez, moi, je pense que les arguments sont là, et ça ne peut pas que le monde entier ait tort, et que nous, ici, on ait raison. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'avec un type de scrutin où on introduirait de la proportionnelle, il y a deux choses qui peuvent arriver. En fait, trois choses. Un parti, comme en Écosse, où il y a un système proportionnel mixte compensatoire, un peu. Le modèle qui est souvent utilisé comme référence, c'est le modèle allemand, parce que c'est 50-50. 50% des députés comme dans le mode actuel, puis 50% en proportion des appuis. En Écosse, c'est 60-40. Et le parti actuel au pouvoir, c'est l'équivalent du PQ, a pris le pouvoir la première fois avec pas 50 plus 1 et a formé une coalition. La deuxième fois, malgré tout, il a pris le pouvoir avec une majorité absolue. Et il a pu gouverner. Mais je pense que même à ça, il y avait une coalition parce que on a développé une culture de la coalition. Tu peux te retrouver aussi dans une situation où ça peut être des gouvernements minoritaires. Au Québec, la dernière fois qu'il y a eu un gouvernement minoritaire, c'était en 2007, si je me rappelle bien. Moi, je commençais à publier ça. Alors, c'était en 2007. Et quand on regarde le résultat électoral, c'était exceptionnellement, le résultat, c'était comme si les partis avaient obtenu à peu près le nombre de sièges en proportion de l'appui populaire. On se retrouvait avec un gouvernement minoritaire. Pourquoi on avait un gouvernement minoritaire? Parce qu'on n'a pas de culture de la coalition. Si on avait développé une culture de la coalition, on a deux choix avec un mode de scrutin. On peut se contenter de gouvernements minoritaires ou développer une culture de la coalition qui fait que ça ne prend pas juste une majorité parlementaire, ça prend une majorité populaire. Ça veut dire que quand tu as une majorité parlementaire avec un mode de scrutin où tu as des éléments de proportionnalité, ça veut dire que les partis qui représentent cette majorité parlementaire ou forment cette majorité s'appuient, eux, sur une majorité populaire. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Puis ce qui n'est pas le cas quand on a juste un gouvernement minoritaire. Il peut gouverner avec 35% du vote. Pauline Marois a gouverné avec quoi? C'était 35, 33, 34% du vote. Donc, elle aurait pu. Donc, il faut créer. Ici, la culture de la coalition, ça n'existe pas encore. Mais ça n'existait pas en Nouvelle-Zélande non plus. Ça n'existait pas dans les autres pays avant qu'on établisse un changement de culture politique. Monsieur Charbonneau, vous avez fait référence tantôt à la possibilité qu'on ait un nouveau mode de scrutin aux prochaines élections. Comment on peut arriver à ça si rapidement? Est-ce qu'il ne faudra pas presser auprès du Parti libéral, j'imagine, parce que je comprends que les autres partis vont y adhérer, ou en tout cas... Il y a une condition. On est dans une monarchie élective. Et puis, si le monarque élu dit non, il va falloir qu'on attende un autre monarque élu. Si
M. Couillard se rendait compte que finalement, l'engagement de Champ-Jarret aurait dû être honoré. Il était candidat, M. Couillard, en 2003. Il est devenu ministre. Il était au Conseil des ministres quand on a formé la commission parlementaire, quand les mandats ont été donnés à Jacques Dupuis, après ça à Benoît Pelletier. Il était au Conseil des ministres. Et aujourd'hui, il a fait un peu comme Bernard Landry, puis après ça, Bernard Landry est devenu contre, puis il est redevenu pour il n'y a pas si longtemps, comme Gilles Duceppe. Alors, mais c'est clair que si le gouvernement en place, qui a la majorité parlementaire pour modifier la loi, puis éventuellement modifier le mode de scrutin, veut pas, tant qu'il n'y aura pas une majorité parlementaire pour changer la dynamique, on va attendre, sauf que les gens peuvent se préparer entre-temps. Donc, nous, on va travailler avec ceux qui veulent, puis si les libéraux, puis tu sais, ils pourraient peut-être se demander, dans le fond, c'est bon pour Justin Trudeau que les libéraux fédéraux, pourquoi ce serait pas bon pour ici? Peut-être en complément, là. Technique, oui. En complément par rapport à ça, simplement préciser que la démarche qu'on initie aujourd'hui, c'est vraiment, ça se dirige à l'ensemble des partis politiques. Donc, le Parti libéral, y compris, est interpellé et la main est tendue, bien entendu, au Parti libéral aussi. La dernière réponse qu'on avait eue à l'époque où c'était Jean-Marc Fournier, qui était donc le ministre de la Réforme des institutions démocratiques, lui, il nous avait dit, dans une lettre, écoutez, il n'y a pas de consensus présentement au sein des partis qui sont présents à l'Assemblée nationale, à l'opposition. Donc, tant que les autres partis ne prendront pas position là-dessus, on ne va pas se fatiguer avec ça. Là, maintenant, la conjoncture est en train de changer. Là, on voit qu'il y a des partis qui commencent à se mobiliser. Le Parti québécois, la CAQ, c'est du nouveau, là. Donc ça, nous, ça nous donne quand même espoir de dire que les conditions favorables peuvent être réunies. Et à ce moment-là, l'argument de dire qu'il n'y avait pas de consensus au sein des autres partis, cet argument-là, d'ici peu, ne tiendra plus. Donc nous, vraiment, on est dans une optique constructive, collaborative. On veut tendre la main, bien entendu, au Parti libéral et au gouvernement, parce que si on veut qu'il y ait quelconque changement au mode de scrutin d'ici les prochaines élections, comme l'a dit M. Charbonneau, ça doit absolument passer par le gouvernement, bien entendu. On a un gouvernement majoritaire, mais on croit, comme on l'a dit, si ça a déjà été bon par le passé, on s'est rendu jusqu'à quand même un avant-projet de loi avec un gouvernement libéral, donc c'est pas impossible que ça puisse se reproduire. Et là, on a une conjoncture qui est encore plus favorable qu'elle l'était auparavant. Donc ça aussi, c'est du nouveau. Donc on croit que ça et il y a la nouvelle ministre, Mme DeSantis, qui aussi qu'on a interpellée là, dans le cadre de notre action et qu'on souhaite bien entendu rencontrer prochainement pour échanger avec elle à ce sujet. N'oublions pas que M. Fournier était non seulement ministre de la Réforme des institutions démocratiques, mais c'est le leader du gouvernement là, à l'Assemblée. C'est le leader parlementaire. Alors, les conditions qu'il avait mises sur la table commencent à être là, sur la table. Autre question? Commentaires, réactions, enthousiasme? On a répondu à tout. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, on est toujours disponible et on peut... En anglais? Oui. On avait... Lui, il est un bilinguiste total. Oui, Moi, je suis un bilinguiste fonctionnel.